Bonjour à tous, bonjour à toutes, me voici de retour pour une nouvelle vidéo sur la dissonance cognitive. Alors comme je vous l'ai expliqué, la dissonance cognitive concerne absolument tout le monde et nous sommes en situation de dissonance quasiment tous les jours dès que nous faisons un choix. Si par exemple nous faisons les courses au supermarché et que nous avons le choix entre deux types de fromage, c'est pas de la fourme d'Ambert et du Saint-Nectaire, nous allons éprouver de la dissonance si nous hésitons entre les deux et si nous ne pouvons, pour diverses raisons, acheter les deux. Voilà. Et c'est à l'infini, et c'est vraiment quelque chose, la dissonance, qui concerne l'humanité tout entière, alors que la perversion narcissique concerne finalement une partie relativement restreinte des individus. Finalement, même si nous en parlons beaucoup, même si beaucoup de gens sont concernés, même si le chiffre des PN semble sous-estimé finalement, très peu de gens sont concernés si on compare ce problème au cas de la dissonance cognitive. Alors, je vais parler de la dissonance qui résulte d'une soumission forcée. Quand on est amené, sous pression des circonstances, sous pression d'une personne, à se comporter d'une manière opposée à nos convictions, on éprouve immanquablement de la dissonance. Cela peut aboutir donc à une modification de nos croyances afin de les rendre plus conformes à la position qu'on a prise souvent en public. Voilà. Alors, il y a une expérimentation. Expérimentation veut dire méthode expérimentale. On est dans la psychosociale, la psychologie plutôt scientifique, qui s'oppose un petit peu à la psychologie plus littéraire, qui a plus le vent en poupe auprès du grand public, il faut le dire. Peut-être parce qu'elle est plus facile à assimiler, qu'elle concerne plus des problématiques apparemment plus aguichantes. Mais on a tort, à mon avis, mais bon, c'est comme ça. Donc Festinger et Carl Smith, en 1969, ont monté une expérimentation donc avec hypothèse générale, hypothèse opérationnelle, et ils ont fait varier l'environnement, les variables indépendantes. Alors, ils proposent à des sujets d'effectuer une tâche particulièrement ennuyeuse et vraiment dépourvue d'intérêt, à des sujets donc expérimentaux. Après sa réalisation, ils invitent les sujets, chacun, à défendre devant un auditoire l'intérêt de ce qu'ils ont fait. Ils doivent dire ce qu'on m'a proposé comme activité était particulièrement agréable à réaliser, et particulièrement intéressant, et particulièrement pertinent, etc. Ils doivent donc démontrer le haut intérêt que présentait la tâche qu'ils ont faite, et rappelez-vous, cette tâche était profondément ennuyeuse et dépourvue de tout intérêt. Alors, il y a deux cas que les expérimentateurs Festinger et Carl Smith ont mis en évidence. Alors, la première variable indépendante, c'est une faible récompense. Pour cette démonstration publique, on paye les sujets 1 $. Deuxième variable indépendante, on les paye 20 $, donc une récompense élevée, puisqu'on est quand même en 1959. Alors, si on se réfère aux théories de la dissonance cognitive, dont on a parlé depuis longtemps, les personnes qui ont défendu le point de vue ennuyeux pour recevoir les 20 $, donc une récompense relativement élevée, vont éprouver moins de dissonance que ceux qui ont reçu 1 $ pour défendre un point de vue qui n'était pas du tout conforme à leur pensée. Alors, ils ont tous les deux effectué des tâches ennuyeuses et sans intérêt. Les uns reçoivent 1 $, les autres reçoivent 20 $. Donc, dans un cas, une récompense faible, et dans un cas, une récompense élevée. On fait la supposition que ceux qui ont reçu la récompense élevée éprouveront moins de dissonance que ceux qui ont reçu la récompense faible. Ceux qui ont reçu la récompense élevée changeront moins leur opinion d'après la théorie. Pourquoi? Parce que l'argent est un élément consonant. Effectivement, si on fait quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne correspond pas à nos convictions
pour de l'argent, l'argent justifie le fait qu'on ait accompli cette action. Voilà. Par contre, si on accomplit une action pour laquelle on n'a pas de conviction, à laquelle on ne croit pas, pour une faible somme, c'est dissonant, puisque rien ne permet de justifier qu'on a défendu une opinion contraire à nos idées, puisque la somme est dérisoire. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Les sujets qui ont reçu une faible récompense jugent la tâche beaucoup plus attrayante que ceux qui ont reçu une forte récompense. Effectivement, ils ont été obligés de réduire la dissonance, puisqu'ils ont accompli une tâche ennuyeuse pour une faible récompense, c'est dissonant. Donc, ils se persuadent que la tâche est beaucoup plus intéressante qu'elle n'est en réalité. Évidemment, on a mesuré l'intérêt pour la tâche avant et après, puisque c'est une méthode scientifique. Il faut comparer avant et après. Voilà. Donc, ces travaux vont dans le sens de ce qu'on attendait, forcément. D'autres travaux ont été réalisés sur ce sujet et sont allés dans le même sens, forcément. Donc, vous voyez que la dissonance est un élément beaucoup plus, je dirais, intéressant à traiter, puisqu'on fait jouer les circonstances. Vous voyez la différence entre les deux types de psychologie. Enfin, je schématise à l'extrême, je reviens là-dessus sans arrêt, parce que c'est vraiment fondamental. Il y a une psychologie qui parle de la personnalité. C'est la personnalité du pervers narcissique qui induit son comportement. Il est comme ça parce qu'il a telle personnalité, il produit tel effet parce qu'il a telle personnalité, et les circonstances n'y sont pas pour grand-chose, sauf durant son enfance, voilà. Et là, ce sont des sujets qu'on considère comme équivalents au départ, et ce sont les circonstances dans lesquelles on met ces sujets qui les font changer d'attitude, d'opinion. Voilà. Vous voyez, la nuance est très très importante. Enfin, ce sont deux optiques différentes. Il y a un peu dans un cas une psychologie presque, pas différentielle, mais presque, parce que la psychologie différentielle c'est encore autre chose, et dans l'autre cas une psychologie où le contexte est primordial. Voilà. Voilà, je suis sûr de vous avoir convaincu et que vous regarderez plus volontiers ces vidéos sur la dissonance cognitive, même si apparemment, elle vous concerne moins, mais en fait, elle vous concerne tous. On est tous concernés par ça, tous, sans exception dans le monde. Il n'y a pas une personne au monde qui n'est pas concernée par la dissonance cognitive. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.